Près de 150 personnes en attente d'indemnisation suite aux inondations à Cayenne en avril dernier. Assurance, mairie de Cayenne et Société guyanaise des eaux se renvoient la balle. L'enquête sur les responsabilités est en cours. Les dangers de la route, les gestes de premier secours ainsi que le volontariat sont expliqués aux élèves durant cette 5e édition des Journées de la sécurité intérieure. Capitaine Thibaut Marchizet est notre invité ce soir. Enfin, nouvelle vie pour les déchets ménagers et industriels. Un jeune éco-entrepreneur transforme les épaves en meubles. Son travail à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'information. À la une ce soir, près de 150 personnes attendent encore de se faire indemniser 6 mois après les inondations à Cayenne causées par de fortes pluies. En début d'année, c'est le cas de Thomas Raymond, dont la quincaillerie a subi des dégâts de près de 25 000 € selon ses propres estimations. Entre son assureur, la mairie de Cayenne et la Société guyanaise des eaux, l'enquête sur les responsabilités est en cours. Reportage de Gaël Wassim. Du sol au plafond, l'inondation d'avril dernier a laissé des séquelles dans cette quincaillerie. 50 cm d'eau qui ont causé des dégâts considérables. Après plus de 6 mois de démarches administratives, la famille Thomas n'a toujours pas été indemnisée par son assurance. En juillet dernier, un expert de sa compagnie d'assurance est venu sur place constater les dégâts. Depuis, plus rien. Quand je vais vous parler, vous savez que je suis un petit peu ému. Parce que pour arriver, et vous voyez un magasin dans cet état-là, qu'on ne pouvait même pas rentrer sans s'être équipé, c'est sale partout, de la boue, inondé, c'est dur. Je pense que nous ne sommes pas le seul dans cette situation-là. Et en plus de ça, d'après les échos de l'assurance, comme quoi nous ne sommes pas assurés. Je vous ai bien montré l'attestation, nous sommes assurés multirisques, commerçants, artisans. Malgré ça, ils vous trouvent des trucs pour ne pas vous indemniser. Selon son assureur, Raymond n'aurait pas souscrit à la garantie contre les inondations. De plus, aucun arrêté de catastrophe naturelle n'a été pris pour ces dernières inondations. L'indemnisation n'est donc pas systématique. Dans la plupart des cas, pour qu'il y ait une prise de garantie d'inondation, donc dans le cadre des catastrophes naturelles, il faut qu'il y ait non seulement ce décret, mais cette fameuse montée d'eau, à ne pas confondre avec la garantie dégâts des eaux. Dans cette affaire, 2 responsabilités sont avancées. Quant au mauvais fonctionnement de l'écluse censée évacuer l'eau vers la mer en cas de forte pluie, la mairie de Cayenne et la Société guyanaise des eaux se renvoient la balle. En tout état de cause, la commune de Cayenne, ayant choisi un prestataire pour gérer cet ouvrage, ne se considère pas comme responsable de ce qui a été survenu aux sinistrés. En tout état de cause, il faut quand même garder à l'esprit que la commune de Cayenne a quand même mis en place un dispositif afin d'assister et d'aider les sinistrés à pouvoir gérer autant que possible cette situation. L'enquête est en cours. À l'heure actuelle, aucune responsabilité n'est encore établie. La 5e édition des Journées de la sécurité intérieure, c'est jusqu'au 14 octobre. Objectif, échanger, sensibiliser et informer les écoliers notamment sur les gestes qui sauvent, la sécurité routière, les accidents domestiques, mais aussi sur le volontariat. À l'école Moulin-à-Vent, par exemple, l'école de Rémire-Montjoly, on apprend à s'engager sur un rond-point à vélo. Reportage de Pierre Trifou. À l'occasion de la semaine sécurité intérieure, l'école Moulin-à-Vent organisait ce matin une sensibilisation à la sécurité routière. Plusieurs ateliers étaient proposés aux jeunes, pas forcément à l'aise à l'entrée d'un rond-point. Le rond-point, tu prends par où? Comme ça là-bas. Comment? Parce que tu vois, en plus de ça, ça te donne le mauvais exemple aux autres. Il y a eu des ateliers d'installer, ateliers de circuit vélo, ateliers de trottinette pour la maniabilité, une voiture de rallye pour voir aussi qu'on peut associer la vitesse et la sécurité. Les pompiers qui sont partenaires, il y a les gestes de premier secours et un atelier vidéo où on passerait des petites vidéos avec un débat réglé. Avec un taux important d'accidents en Guyane, le but de la manifestation est de corriger le comportement de ces futurs usagers de la route dès le premier âge et surtout d'apprendre les premiers gestes de secours. Une démonstration d'un élève qui était à vélo et qui est tombé. Donc on va leur montrer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, surtout le port du casque.
est obligatoire à vélo, les conséquences que ça peut engendrer, le trauma crânien, la perte de connaissance, même qui peut arriver au décès de la victime. Donc pour leur faire comprendre que le port du casque est important. Le pilote de course Bertrand Razan, vainqueur l'année dernière du Grand Prix de la ville de Sinnamary, était présent pour délivrer ses secrets de champion. Je leur montre tous les éléments de sécurité qui sont à l'intérieur de la voiture et je leur explique un petit peu le rôle du pilote, du copilote et comment on doit essayer de se comporter pour rester sur la route et faire de bon temps. La semaine sécurité intérieure s'achève samedi au Family Plaza à Cayenne. Les écoles peuvent dès maintenant faire appel au bureau de la sécurité routière à la préfecture qui met à disposition des équipements. Pour en parler ce soir, nous recevons capitaine Thibaut Marchizé. Bonsoir. Bonsoir Madame Merci. Germain, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelle priorité cette année pour ces journées de la sécurité intérieure ? Donc la journée de la sécurité intérieure, cette année, on l'a fixée sur principalement les établissements scolaires, puisqu'on va venir sur un certain nombre d'établissements à partir d'aujourd'hui. Donc vous l'avez vu sur l'école de Moulins-Avant à Rémières-Montjoly, mais également sur des écoles à Matoury, Cayenne et Kourou, pour sensibiliser aux gestes de premier secours, aux risques des accidents de la circulation et par rapport à la tranche d'âge, comme l'a rappelé Madame Katia Obingwang dans votre reportage, au port du casque qui est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et recommandé pour toutes les personnes qui font du vélo. C'est sans doute à cet âge-là aussi qu'on apprend à porter assistance à une personne en danger, comme par exemple, récemment, on a vu des accidents qui ont été filmés, comme cet accident d'un jeune motocycliste qui a été retrouvé au bord de la route à Baduel et filmé par certaines personnes. Que risque une personne qui filme ce genre d'accident sans porter assistance pour autant ? Donc, je ne suis pas expert dans le domaine judiciaire, mais je sais que la non-assistance à personne en danger est punie et qu'en tous les cas, tout citoyen se doit de porter assistance à son prochain. Ces personnes-là, si elles ne sont pas formées et qu'elles font ce genre de gestes qui ne sont pas des gestes de bons citoyens, ce que je leur conseillerais, c'est d'aller se former à la prévention et aux gestes qui sauvent, donc la formation de prévention secours civique auprès de l'association des sapeurs-pompiers qui est basée au centre de secours de Cayenne ou des autres associations agréées de sécurité civile. Et comme ça, ils pourront avoir une action plus efficace lors de sinistres ou d'accidents qui peuvent concerner leurs proches ou d'autres personnes. Et justement, ces 5e journées, c'est jusqu'à samedi. Pas mal d'activités sont organisées autour de la sécurité de soi et des autres. Quel est le programme cette année ? Alors là, pendant toute la semaine jusqu'à vendredi, on va intervenir, comme je vous l'ai dit, dans différentes écoles. Et la clôture de la journée des rencontres de la sécurité intérieure, c'est samedi au centre commercial Family Plaza. Donc ça commence à 9 h. Il y aura différentes animations. Donc à 10 h, il y aura une intervention sur un accident de bus en collaboration avec le SAMU. À 11h30, il y aura un sauvetage héliporté, donc avec l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 973. À midi, une manœuvre de sauvetage déblaiement. À 17h, un autre accident avec désincarcération, donc de la découpe de véhicules. Et pour clôturer ça, à 18h, on aura une autre manœuvre d'hélitreuillage avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Donc ces journées-là, on les exécute en collaboration avec nos autres collègues des forces de la sécurité intérieure, que ce soit la gendarmerie, la police nationale, le SAMU, les associations agréées de sécurité civile. Durant toute la journée, on aura aussi un stand qui sera présent sur place pour faire la promotion du volontariat et des formations au premier secours au grand public. Alors, ces journées sont aussi l'occasion de recruter davantage d'officiers, aussi de pompiers, il me semble. Quels seront les critères de recrutement ? Vous me parliez tout à l'heure de ces rencontres. Alors, il y a un stand de promotion du volontariat. Donc, il faut savoir que chaque année, depuis 2 ans, on recrute environ 100 pompiers volontaires dans le département. Donc, les personnes qui sont intéressées, ils doivent être de bonne moralité, à jouir de leurs droits civiques. Ils peuvent aller en caserne à partir de 18 ans, le centre de secours de leur commune de résidence et demander un dossier d'engagement. Donc, il y a des épreuves ensuite physiques. Parfois, il y a de l'écrit, mais ce n'est pas systématique. Et ensuite, il y a un entretien avec un jury pour voir s'ils peuvent être engagés comme pompiers volontaires. Il y a 2 jours également, la Direction générale de la sécurité civile a diffusé donc, le calendrier des concours nationaux d'officiers de sapeurs-pompiers. Donc il y a le concours externe de lieutenant de première classe qui est accessible pour les titulaires d'un bac+2 et le concours externe de capitaine qui est accessible aux titulaires d'un bac+3.
Donc sur le site du ministère de l'Intérieur, toutes les infos seront diffusées avec les différentes épreuves. Donc ça commence par des épreuves théoriques, il y a des épreuves physiques et il y a un entretien avec un jury qui se fait à Paris. Donc au sein du SDIS Guyane, on encourage les jeunes universitaires de bonnes conditions physiques à passer ces concours-là. Et nous, au SDIS, disons qu'on a un besoin d'officiers et je pense qu'on fera le nécessaire pour pouvoir les recruter s'ils réussissent ces concours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, il y a un rendez-vous demain, prochain rendez-vous au sujet de cette 5e édition des... Prochain rendez-vous, donc demain. Demain, ça sera dans une école de Cayenne, mais j'avoue que là, je ne me rappelle pas le nom de l'établissement scolaire. Donc chaque jour, on va faire des écoles différentes dans l'agglomération cayennaise et à Kourou. Et samedi, ça sera la clôture pour tous les habitants de la Guyane. Capitaine Marchizé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et la phrase du jour est celle de Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'écologie. Ce que l'État aurait dû faire sans concession, c'est de dire à Total, vous allez faire de la Guyane un territoire d'avant-garde pour les énergies renouvelables. Ségolène Royal a été interrogée sur la prolongation du permis d'exploration d'hydrocarbures au bénéfice de Total accordé par son successeur Nicolas Hulot. Elle estime, je cite, que c'est une occasion manquée de franchir un seuil spectaculaire. Et toujours sur le sujet de la loi de fin d'exploration et d'exploitation de l'hydrocarbure en France d'ici 2040, Lénaïque Adam, le député de la seconde circonscription, affirme ne pas avoir participé au vote en faveur de ce texte alors que son nom apparaîtrait sur la liste des votants. Pour lui, c'est une erreur de la part des services de l'Assemblée. Il rappelle dans son courrier être le premier parlementaire de Guyane à avoir demandé au gouvernement que la CTG obtienne la compétence de délivrer des permis miniers. Hier, le projet de loi sur la fin de l'hydrocarbure en France a été adopté par une large majorité à l'Assemblée nationale. Et la première grande assemblée de l'Alliance des gardiens de Mère Nature est ouverte jusqu'au 16 octobre à Brasilia. Les représentants des peuples autochtones se réunissent pour parler de la sauvegarde de l'environnement. Aimawale Opoya, qui est un militant Wayana, est le représentant des Amérindiens de Guyane durant cette grande assemblée. Alexandre Sommer, secrétaire de l'ONAG, a été venu parler de cette première mondiale au micro de Pierre Tréfou. Il y a un événement très important qui commence aujourd'hui jusqu'au 16 octobre. C'est l'Alliance des gardiens de Mère Nature, donc qui est une assemblée, en fait la première assemblée mondiale qui réunit tous les peuples autochtones au niveau international et qui est organisée en fait à l'initiative du Cacique Raoni et de Planète Amazon. Donc nous, à l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, on a souhaité envoyer un représentant. La jeunesse autochtone de Guyane se sont également beaucoup impliqués dans le rapprochement avec Planète Amazon. Et c'est comme ça, grâce à cette collaboration, qu'on a pu envoyer M. Aimawale Opoya, qui est donc de la nation Wayana, et qui représentera la Guyane à cet événement. À l'issue de cette assemblée, 17 propositions seront envoyées à l'ONU. Des propositions qui concernent bien sûr la protection de l'environnement, mais également des revendications telles que la reconnaissance des peuples autochtones, la lutte contre l'orpaillage ou encore la lutte contre tout type d'extraction minière. Donc c'est important puisque aujourd'hui les peuples autochtones s'inscrivent vraiment dans une dynamique internationale. Pour ce qui concerne l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, nous souhaitons profiter de cette assemblée pour présenter nos revendications au niveau Guyane. Et ce sera finalement le préalable à notre prochaine intervention aux Nations Unies en début 2018, où nous souhaitons mettre en avant toutes les problématiques des Amérindiens de Guyane. Direction Saint-Martin qui tente toujours de se remettre du passage de l'ouragan Irma. 9 bâtiments sur 10 ont été détruits en attendant les travaux de reconstruction. Ce sont les habitants eux-mêmes qui s'organisent pour réaménager leur territoire. Regardez ce reportage sur place de Jean-Marc Dabreux et de Michelet François. Toitures arrachées, maisons éventrées. À Saint-Martin, un mois après Irma, pour beaucoup, l'heure est au rafistolage. Là-bas, c'est pas...
c'est pas à étage, non. Ça, c'est juste pour protéger un petit peu. Ce magasin vend des matériaux de construction. Depuis peu, les stocks sont approvisionnés. On y trouve des feuilles de tôle et des sacs de ciment. C'est la réparation d'urgence, donc ça va être des contreplaqués en bois, des bastins en bois, des bâches. Reconstruire dans les 6 mois. Objectif des propriétaires de cette maison. L'intérieur a été complètement détruit par les vagues. Ici, c'était le salon et la cuisine. Ils ont déjà reçu la visite d'un expert. Ils attendent maintenant le déblocage des fonds pour commencer les travaux. On verra en fonction de l'argent qui nous sera versé par les assurances, comment on refera l'intérieur, mais on le refera, c'est sûr. Si on doit repeindre nous-mêmes parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire la peinture, on le fera. Hein. Leur vie, ils la conçoivent toujours ici, au plus près de la mer, malgré les risques naturels. On entend toutes sortes de rumeurs, qu'on n'aura pas le droit de construire ci ou là, etc. Moi je dis, si on trace une ligne rouge ici chez nous, il faudra faire pareil en Martinique, en Guadeloupe, à Marie-Galante, aux Saintes, à l'île de Ré, à l'île d'Oléron, à Saint-Tropez et partout. Et ça va leur coûter très cher, donc on ne se laissera pas faire. Un peu plus loin, nous rencontrons Marion et Cédric. Eux aussi ont tout perdu. Leur appartement restera longtemps inhabitable. Une jeune couple, l'avenir reste incertain. Du coup, pour vous, la reconstruction, c'est pour quand ? Ça va être très long. On est dans une résidence, donc il y a un syndic de copropriété. Ça n'a pas encore été officialisé, mais les rumeurs tournent comme quoi le bâtiment serait entièrement détruit et remonté. 95% des constructions ont été impactées par l'ouragan. De la simple toiture à la disparition totale, la reconstruction est un chantier qui prendra plusieurs années. Rendons-nous en Guadeloupe à présent. Depuis quelques semaines, les équipes scientifiques de la fondation Race for Water, de passage en Guadeloupe, multiplient des actions de sensibilisation pour la préservation des océans. Aujourd'hui, ils ont organisé une conférence au campus Fouilleul pour aborder la question de la pollution liée aux déchets plastiques. Reportage de Karen Diam. Les océans représentent 50% de la surface de la planète. Ils produisent 50% d'oxygène et nourrissent 70% de la population. Seulement, depuis des décennies, un problème récurrent persiste, la pollution massive. Dans ces océans, pour donner une image très concrète, il se déverse un camion ordures de plastique par minute. Donc c'est absolument effrayant. Si je donne les chiffres, on estime aujourd'hui à 180 millions de tonnes de plastique dans l'océan. Donc c'est un problème crucial puisque en 2050, si on continue à ce rythme-là, il y aura 1 kg de plastique pour 1 kg de poisson dans l'océan. Un phénomène des plus alarmants qu'il convient d'appréhender au mieux. Notre but, c'est évidemment de toucher un maximum de monde et de toucher les jeunes générations et les étudiants pour leur présenter en fait le travail de la Fondation Race for Water et l'Odyssée Race for Water que nous menons en ce moment sur le bateau du même nom. Donc, c'est une fondation qui s'attache à préserver les océans, notamment au travers de la lutte contre la pollution plastique. Donc, pour mener cette lutte, en fait, la Fondation s'est définie 3 axes. L'axe Learn, donc en partenariat avec des scientifiques, on mène des missions. L'axe Share, donc ça, on reçoit des classes scolaires à bord où on donne des conférences comme aujourd'hui à l'Université des Antilles et de Guadeloupe. Et enfin, le pilier Axe, donc ça, c'est proposer des solutions concrètes pour lutter contre cette pollution. Situé en plein milieu de l'océan Atlantique, l'archipel guadeloupéen a lui aussi un rôle à jouer dans ce combat. Sur une île, les déchets, d'une part, c'est un problème puisque c'est très difficile d'avoir des infrastructures pour les traiter. Ça coûte extrêmement cher de les renvoyer sur le continent. Et la production d'électricité, en général, est un problème également. Donc, nous, sur notre bateau, on fonctionne au solaire, au vent et en produisant de l'hydrogène avec l'eau de mer. Donc, en fait, c'est un mix énergétique d'énergie renouvelable qui nous permet d'avoir un bateau complètement autonome. Et en fait, en ajoutant cette nouvelle source d'énergie qui serait le plastique, eh bien, on espère pouvoir proposer des solutions vraiment complètes sur l'énergie et le traitement des déchets pour les îles. Après son bateau solaire, la Fondation travaille d'ores et déjà sur la manière de transformer le plastique en énergie renouvelable. 214 demandeurs de greffe en 2015 pour 45 personnes greffées. Le don d'organes est un sujet de santé crucial en Guyane. Vendredi soir, une conférence aura lieu à l'Université de Guyane pour dépoussiérer les idées reçues et éclairer sur les nouvelles dispositions légales. Claudette Fazer-Tindal, l'organisatrice de cette conférence, était au micro de Gaël Wassim.
c'est de la sensibilisation, informer la population, parce qu'on a eu l'occasion de faire pour la journée du 22 juin un micro-trottoir. On s'est rendu compte que tout le monde n'était pas informé, que le don d'organes existait en Guyane, qu'on le faisait à l'hôpital de Cayenne, et que c'est quelque chose qu'on discute avec les proches des défunts de manière régulière à l'hôpital. Donc, beaucoup de sensibilisation, de l'information apportée aux gens, et puis, et s'ils veulent plus d'informations, justement, ils pourront nous contacter par la suite. Et aussi, sensibilisation des jeunes, pour savoir un peu leur avis sur la question. Je veux dire, au retour d'expérience, mais enfin, c'est plus des témoignages de greffés, un avis aussi d'un psychologue qui aura récupéré les avis des patients sur la greffe, l'avant-greffe, l'après-greffe, puis un petit peu des professionnels qui vont intervenir sur le HLA, le typage HLA, les compatibilités, et ensuite sur ce que c'est la définition même de la mort encéphalique. Et pour clore ce journal, nous vous proposons ce soir de découvrir le travail d'un jeune entrepreneur éco-responsable. Victor Gauthier est diplômé en master en énergie, des tabourets en pneus, des canapés en palettes industrielles. Il crée des meubles avec des produits de récupération. Regardez ce reportage de Pierre Tréfou. En Guyane, le takari est le bâton utilisé par le takariste ou bossman pour orienter la pirogue. Ici, Takari Design n'oriente pas les pirogues, mais plutôt les déchets de la Guyane vers la bonne direction. Takari, c'est du mobilier design éco-responsable fabriqué en Guyane. L'idée, c'est de soutenir le développement durable local et l'artisanat. Donc, on n'exploite que des matériaux de récupération et je fais intervenir des artisans locaux sur la fabrication. Pneus usagés, tapouilles et palettes sont ici réutilisés pour reprendre vie sous la forme de mobilier design. L'objectif ici est de réduire l'impact environnemental et sanitaire des déchets. L'idée, c'est qu'avant, je travaillais au sein d'une asso qui s'occupe de la gestion des déchets automobiles et j'ai fait le constat qu'on avait énormément de déchets sur le territoire qui n'étaient pas recyclés localement et soit qui étaient abandonnés sur le bord de la route, soit qui étaient renvoyés en métropole pour être recyclés. Donc l'idée, c'est de faire une solution alternative qui soit locale et directe. Pour l'instant, ça se passe sur commande, donc sur le site takari-design.fr ou sur notre page Facebook, Takari Design. Mais on aimerait viser davantage de privé. Là, on a enfin un client intéressant où ça va être l'ameublement de tout un espace de coworking et jardin partagé qui va ouvrir sur Cayenne. Donc voilà, c'est plus ce type de public qu'on aimerait cibler. Ces produits ont une histoire, comme cette table faite en bois de bateau de pêche. Ils reprennent les matériaux présents en Guyane dans un design moderne et original. Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'informations. Voici les titres que nous avons développés. Près de 150 personnes en attente d'indemnisation suite aux inondations à Cayenne en avril dernier. Assurance, mairie de Cayenne et Société guyanaise des eaux se renvoient la balle. L'enquête sur les responsabilités est en cours. Les dangers de la route, les gestes de premier secours ainsi que le volontariat sont expliqués aux élèves durant cette 5e édition des Journées de la sécurité intérieure. Capitaine Thibaut Marchizé était notre invité ce soir. Enfin, nouvelle vie pour les déchets ménagers industriels. Un jeune éco-entrepreneur transforme les épaves en meubles. Nous vous proposions de découvrir son travail dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, merci de votre fidélité. Excellente soirée sur ATV Guyane.